Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de la Polestar 2. Polestar, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant dans le petit milieu très fermé des constructeurs automobiles, c'est clairement la marque qui monte. Polestar, qui n'était récemment encore que la branche sportive du constructeur suédois Volvo, est aujourd'hui une marque à part entière, un constructeur qui appartient, comme le suédois Volvo, à un groupe énorme, le groupe chinois Geely. Alors l'histoire de Polestar, elle démarre en 2017. Avec la présentation du premier modèle estampillé du logo de l'étoile polaire, la Polestar 1, une GT 2+2 hybride rechargeable à la diffusion anecdotique et au tarif, disons, stratosphérique. 2 ans plus tard, c'était l'an dernier, en 2019, Polestar dévoile celle qui sera la première vraie Polestar de grande diffusion. C'est la Polestar 2 que vous avez sous les yeux, une berline 100% électrique, aux performances de Tesla Model 3, la concurrente directe qui est dans le viseur de la sino-suédoise. Alors, si vous voulez faire grandir la chaîne Charging Station, si vous appréciez les essais qu'on vous propose sur Charging Station, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais pour moi, extérieurement, cette Polestar 2 est une vraie réussite. Cette berline fastback surélevée de 4,61 m de long, d'1,80 m de large et de 1,47 m de haut, eh bien elle en impose et croyez-moi, durant cette semaine de test, tous les regards se sont retournés au passage de cette voiture. J'ai eu beaucoup de commentaires. La dernière fois que c'était arrivé, je pense que c'était pour la Honda i et la fois précédente, c'était pour la Tesla Model 3. Donc vraiment, coup de cœur assuré quand on regarde cette voiture et quand on la voit en vrai, c'est encore plus flagrant. Elle est très bien dessinée, elle est très belle. Elle est à la fois racée, à la fois assez compacte, à la fois élégante et en même temps musclée. Donc c'est vraiment un superbe mélange et il n'y a pas vraiment de faute de goût sur cette voiture. Alors, le style élégant et musclé, surmusclé d'ailleurs sur cette version qui est équipée du pack Performance. Le pack Performance, ça vaut 6 000 € et ça comprend entre autres des jantes de 20 pouces avec des pneus spécifiques que vous avez sous les yeux, des étriers avant Brembo à 4 pistons à la couleur or spécifique également, des amortisseurs Öhlins, on y reviendra d'ailleurs sur ces amortisseurs dans un instant quand on sera au volant de la voiture, et puis des accents or également sur les capuchons de valves de pneus et puis des ceintures de sécurité. Alors, quelques petits détails, un détail qui est plutôt positif et un autre qui est un petit peu négatif quand même, ce sont les poignées de porte. Personnellement, je trouve que ces poignées de porte, elles manquent un petit peu d'élégance. Ce serait pour moi la seule petite faute de goût à l'extérieur de la voiture. On a connu des poignées de porte un petit peu plus discrètes ou aérodynamiques quand on voit ce qu'on retrouve sur une Tesla Model 3 par exemple, avec quelque chose de très affleurant, qui n'est pas forcément pratique, mais qui est très affleurant. Ici, par contre, je trouve ça un petit peu massif. Alors, certains diront que ça va avec le style général plutôt massif de la voiture, mais voilà, moi je trouve pas ça super élégant. On a par contre ici des rétroviseurs, c'est le cas aussi pour le rétroviseur central à l'intérieur, des rétroviseurs sans encadrement, donc ça c'est plutôt chouette, plutôt élégant. Et puis on a ces fameux phares pixel LED qu'on va retrouver ici avec un ensemble optique qui va proposer un éclairage de nuit qui est juste hallucinant. On a l'impression d'être en pleine nuit comme en plein jour, avec cet éclairage adaptatif qui va permettre aux conducteurs qui se trouvent en face et même aux personnes qui se trouvent devant de ne pas être éblouis par l'éclairage de la voiture, tout en ayant un éclairage qui éclaire vraiment mais très large, qui éclaire partout. Donc on est vraiment en pleine nuit comme en plein jour, donc c'est vraiment très efficace. Voilà ce qu'on peut dire sur l'extérieur de cette voiture. Franchement, une voiture hyper élégante. Pas mal de personnes me disaient d'ailleurs beaucoup apprécier cette couleur, cette couleur spécifique qui est vraiment très jolie, un mélange de gris et de bleu qui est assez foncé, qui n'est pas trop terne non plus, c'est juste ce qu'il faut. Et pour ce qui est des accents donc, des accents de couleur, ça vient rehausser évidemment le caractère sportif de cette voiture parce que de la sportivité, elle n'en manque pas. Techniquement, cette Polestar 2 utilise la plateforme CMA de Volvo que Volvo utilise sur son SUV XC40. C'est la raison pour laquelle cette voiture est légèrement surélevée. Alors cette voiture est équipée de 2 moteurs électriques, un par essieu, donc un à l'avant et un à l'arrière. Chacun propose 150 kW, soit une puissance cumulée de 408
chevaux. Ça pousse très très fort, 0 à 100 en 4,7 secondes. La vitesse maximale est limitée à 205 km/h. Et au niveau du couple, ouais, c'est plutôt violent. 660 Nm de couple, des performances de très haut niveau à bord de cette Polestar 2. Pour alimenter les deux moteurs électriques, ça se passe ici en dessous, entre les quatre roues, comme sur la plupart des voitures 100% électriques, avec cette batterie logée sous le plancher d'une capacité de 78 kWh. Et pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière du côté gauche avec cette trappe qui renferme tout d'abord un connecteur de type 2. Connecteur de type 2, c'est pour la recharge sur le courant alternatif. On va aller jusqu'à 11 kW, c'est la puissance du chargeur embarqué, c'est plutôt pas mal. Dans ce cas-là, vous allez mettre 8 heures à peu près pour recharger complètement la batterie de la voiture. Si vous rechargez sur le courant continu, grâce à la prise Combo CCS, et bien là ce sera jusqu'à 150 kW de puissance, c'est plutôt pas mal. Comptez à peu près 40 minutes pour récupérer 80% de capacité. Et si vraiment vous n'avez pas le choix, et bien vous rechargerez avec la prise de type 2 sur le courant alternatif, mais à ce moment-là via une prise traditionnelle, une prise domestique. Là ce sera 37 heures, donc c'est vraiment une solution de dépannage, d'autant plus que si vous optez pour la recharge sur une prise traditionnelle, privilégiez une prise renforcée, ceci pour le bien de votre installation et de la batterie de la voiture. Gros point positif de cette Polestar 2 par rapport à sa rivale, la Tesla Model 3, ça concerne le coffre. Alors le toit vitré sur la Tesla Model 3, il est magnifique, il descend jusque là et ça veut dire que donc l'ouverture du coffre, c'est juste cette partie de carrosserie qui bascule. Ici sur la Polestar 2, on a un haillon et ça c'est beaucoup plus pratique au quotidien. Venez voir, on a des éléments aussi qui font de nouveau penser à Volvo et notamment cette plaque ici dans le coffre d'une capacité de 405 litres. Cette plaque qui va permettre d'accrocher des objets, c'est très pratique pour éviter que ça se promène dans le coffre, et puis également ici de les serrer, de les maintenir en place grâce à cet élastique. 405 litres dont 41 qui se trouvent sous le plancher du coffre qu'il est possible de maintenir grâce à cette petite barre qu'on retrouve là sur le côté gauche, et c'est tant mieux parce que des possibilités de chargement ici en dessous, il y en a pas mal, hein. 41 litres c'est pas mal, c'est assez profond, c'est assez pratique. Alors vous le voyez, la banquette arrière, elle est fractionnable. Il y a une trappe à ski également. Et une fois que vous rabattez la banquette arrière, vous avez droit à 1095 litres de volume de chargement. Et comme sa concurrente, la Tesla Model 3, eh bien, cette Polestar 2, elle propose également un espace de chargement sous le capot. Venez, on se rejoint devant. Et voici cet espace de 35 litres. Alors vous le voyez sous le capot, il n'y a pas grand chose à faire. Vous pouvez évidemment charger les affaires ici, notamment ici un câble de recharge. C'est toujours pratique. Et puis la seule chose à faire, c'est remettre du liquide pour le lave-glace. Pour le reste, c'est tout. Avant de prendre place au volant dans un instant, je vous invite à l'arrière de cette Polestar 2, y est-on bien installé. Alors je mesure 1,90 m, le siège avant il est réglé comme pour moi. Oula, on doit se tordre un petit peu quand même. Quand on mesure ma taille en tout cas, ici ça touche un petit peu au niveau des genoux, donc 1,90 m devant et derrière c'est un peu compliqué. Si vous avez des jeunes adolescents, des enfants, là ça posera pas de problème. Au niveau de l'équipement, vitres électriques, également les sièges chauffants, on a des petits filets également au dossier des deux sièges avant, c'est toujours pratique. Et puis on a également deux prises USB, une pour chaque place principale à l'arrière. La place centrale on y est forcément un petit peu moins bien installé. Cela dit, la place centrale peut se transformer en accoudoir avec porte-gobelet pour les deux places principales à l'arrière, c'est très sympa. Bienvenue à bord de cette Polestar 2, elle est belle à l'extérieur, elle est aussi, et c'est mon avis évidemment, hein, peut-être que vous ne le partagez pas, dites-le moi dans les commentaires, je trouve qu'elle est très belle aussi à l'intérieur. Alors c'est pas une Volvo, mais elle peut pas nier être une cousine, pas si lointaine que ça de la marque suédoise. L'ambiance générale, le design de l'intérieur, les matériaux, tout fait penser à cet univers Volvo que personnellement donc j'adore. Intérieur qui va quelque part rassurer hein, les amateurs de la marque suédoise, parce que Volvo, ça évoque énormément de choses à nous, Européens. Polestar, forcément, un petit peu moins. Et du coup, d'avoir cet univers finalement qui rappelle la marque suédoise, c'est quelque part un petit peu rassurant quand on parle d'une marque naissante comme Polestar. Dans cet intérieur, on remarque la présence de deux écrans. Le premier, il est derrière le volant, d'une diagonale de 12,3 pouces, qui propose d'ailleurs 3 modes d'affichage qui sont disponibles via le petit bouton qu'on va retrouver ici sur la partie droite du volant. On détaillera ça dans un instant. Le deuxième, il est ici, en haut de la console centrale, en position verticale, 11,15 pouces, positionné vraiment comme une tablette. On a vraiment l'impression de se retrouver avec une sorte d'iPad ou de Galaxy Tab ici sur la console centrale, donc deux écrans principaux et à part ça,
pas grand-chose, on détaillera cet intérieur dans un instant. Il reste des boutons physiques ici au niveau de la console centrale. Et il y a énormément de choses à dire et notamment par rapport à cette console centrale. Alors d'abord les matériaux ils sont plutôt valorisants, les finitions sont très bien, l'intérieur de la Polestar 2 est vegan, ça veut dire qu'aucun matériau d'origine animale n'est utilisé et il y a vraiment eu une recherche au niveau des matériaux, on a vraiment des matériaux auxquels on n'est pas très habitué, notamment ici au niveau de la console centrale et l'ensemble est plutôt réussi et surtout fait très cosy, notamment par rapport à cette fameuse concurrente, la Tesla Model 3. On est dans quelque chose ici qui va davantage plaire aux consommateurs européens qui sont plus habitués dans un univers plus premium à avoir quelque chose de plus cosy que ce qu'on peut retrouver dans une Tesla Model 3. Cela dit, alors on parlait d'intérieur vegan, il y a quand même du cuir Nappa qui est disponible en option. Donc ça veut dire que de série, la voiture est vegan, mais en option, vous pouvez opter pour du cuir Nappa pour les sièges, pour l'intérieur de cette Polestar 2. Concernant la position de conduite, les réglages au niveau du siège, ils sont très nombreux. La colonne de direction elle-même est réglable évidemment en profondeur et en hauteur. Cela dit, pas électriquement, contrairement à une Tesla Model 3. Ça veut dire qu'au niveau des réglages des présélections, quand on rappelle son profil, on parlera du profil dans un instant, mais quand on rappelle son profil, forcément le volant ne va pas pouvoir prendre la position qu'on préfère puisque forcément les réglages du volant sont manuels. Mais pour le reste, donc pas mal de réglages, volant, siège, héritage Volvo oblige, les réglages sont très nombreux, ce qui permet de trouver facilement sa position de conduite idéale. Le seul bémol, c'est au niveau de la console centrale. Alors vous le voyez, cette console, elle est d'une part très large, et puis assez haute également. Et donc le premier sentiment quand on rentre dans la voiture, c'est d'abord un sentiment un peu d'oppression. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti au moment de m'installer dans la voiture et de parcourir les premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres. Sentiment d'oppression parce que cette console centrale est vraiment très proéminente et je trouve ça un petit peu dommage. Pour moi, elle aurait pu être un peu plus basse. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est comme elle est très large, au niveau du genou droit, quand on a tendance à peut-être vouloir poser le genou sur la console centrale, très rapidement, on se rend compte au bout de quelques dizaines de kilomètres que c'est pas vraiment confortable parce que le matériau ici sur la partie de gauche, il est pas moussé et donc c'est très inconfortable au bout d'un moment ça fait un petit peu mal et ça c'est un peu dommage. Et puis l'espace, vous le voyez, si je lève la jambe, l'espace entre le volant et la console, il est tout juste pour faire passer le genou et donc il y a vraiment ce sentiment d'oppression, d'inconfort au démarrage qui s'estompe avec le temps, je vous rassure tout à fait. Au bout de quelques jours, d'où l'intérêt d'avoir cette voiture pendant plusieurs jours. Si j'étais resté sur mon impression de la première journée d'essai, j'aurais trouvé ça rédhibitoire. Je me serais dit, voilà, c'est pas pour moi. Et finalement, au bout de quelques jours, j'ai adapté le réglage de mon siège. J'ai maintenant la cuisse qui pose davantage sur le fauteuil grâce au fait que les sièges sont réglables aussi, l'assise est réglable en profondeur. Et donc, grâce à tous ces réglages, finalement, on peut quand même trouver sa position de conduite idéale. Et voilà, autant je la trouve toujours assez proéminente, autant ça ne me gêne plus maintenant au niveau du genou. Mais ce serait vraiment le seul bémol dans cet intérieur, c'est d'avoir effectivement cette console qui est très proéminente et surtout très large dans cet intérieur, ce qui pourrait en gêner certains. Je vous propose à présent de faire le tour de ce tableau de bord. Il va être très vite fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de boutons. Par contre, on passera un petit peu plus de temps juste après pour détailler l'interface de cette Polestar 2. Une interface qui est entièrement pilotée, un tableau de bord qui est entièrement piloté par Google avec le système Android Automotive. C'est une première dans cette Polestar 2 et c'est pas la seule voiture et c'est même pas la seule marque qui va utiliser ce système Android Automotive. On en reparlera dans un instant. Alors pour ce qui est de la description de l'intérieur, donc ça va être très vite fait. Au niveau de la portière conducteur, on a évidemment les réglages de vitres électriques, les rétroviseurs. Ensuite, on a sur la partie de gauche du tableau de bord, en partie inférieure ici, d'une part l'éclairage, l'intensité d'éclairage des deux écrans et d'autre part l'ouverture du coffre. Le coffre donc qui est à ouverture et fermeture électrique à partir de ce bouton. Et ça c'est pratique quand on a des enfants qui, on arrive à l'école par exemple, on dépose les enfants à l'école, on peut ouvrir le coffre. Et puis quand les enfants sont assez petits, parfois c'est pas évident pour eux de refermer via le bouton qui se trouve sur le coffre. Et bien ici on peut depuis l'intérieur fermer le coffre. Je trouve ça assez pratique, c'est pas disponible sur toutes les voitures. Au niveau du volant, là on reconnaît clairement des éléments Volvo sur ce volant. On a dans la partie de gauche tout ce qui concerne le régulateur de vitesse adaptatif, limiteur de vitesse, etc. Donc les aides à la conduite sur la partie de gauche. Et puis sur la partie de droite, on a tout ce qui concerne le multimédia, les plages pour avancer ou reculer d'une plage à l'autre,
également pour augmenter ou diminuer le volume. Également les commandes vocales, on va y revenir dans un instant aux commandes vocales. Et puis alors ce bouton dont je vous parlais tout à l'heure, le bouton qui permet de modifier l'affichage. Alors pour justement démarrer la voiture, c'est très simple, on met son pied sur le frein, il n'y a pas de bouton start-stop, c'est très facile. Et qu'est-ce qu'on fait? Hop, on passe en drive. Alors on a l'écran de base. Voilà, on va appuyer sur le OK. L'écran de base. Alors ici, c'est l'écran intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a les informations à gauche, à droite et également les informations qui concernent les aides à la conduite sur la partie centrale. Si je pose sur le bouton, là, on a l'écran avec le plus d'informations, c'est-à-dire que les infos de conduite sont réparties, sont parties dans les coins, hein, vous l'avez vu, à gauche et à droite. Et on a en partie centrale la navigation via Google Maps, évidemment, puisque Android Automotive, donc une excellente qualité de navigation. Et donc ça occupe toute la partie centrale. Ça, c'est pour la version étendue du tableau de bord. Et puis alors, on a la version minimaliste également, avec juste les informations de base. Ça, c'est vraiment très très minimaliste. On reviendra sur tout ça dans un instant, mais donc c'est via ce petit bouton. Derrière, les commodos de manière traditionnelle, clignotant et phare du côté gauche. Et puis dans la partie de droite, ici, tout ce qui concerne évidemment les essuie-glaces. Les essuie-glaces qui, durant cette semaine d'essai, ont été un petit peu capricieuses, ont tendance à vouloir frotter la vitre en permanence, même quand il pleut pas vraiment. Donc je ne sais pas si c'est une sorte de réglage à peaufiner ou la sensibilité qui est un peu forte, mais voilà, j'ai essayé différents types de sensibilité et chaque fois il avait tendance à essuyer un petit peu trop quand il n'y avait pas grand chose sur la vitre et pourtant il a pas mal plu cette semaine. Ensuite, sur la partie centrale, on revient dans un instant sur ce grand écran qui permet d'accéder à Android Automotive et à toutes ses applications. Et puis pour le reste, il suffit de poser le téléphone dans la partie qui descend ici en dessous de l'écran central, charge par induction, et puis alors deux prises USB-C ici, avec deux petits clapets qui me font penser à ce qu'on a retrouvé chez MG, dans le MG ZS, qui n'était pas très pratique, ces deux petits clapets en caoutchouc qui vont pas faire long feu à mon avis. Donc deux prises USB-C, dont une qui permet de charger et l'autre qui permet de se connecter au système d'infodivertissement. Dans la partie noire, en noir brillant, hein, ce fameux piano black que je n'aime pas trop, mais il n'y en a pas trop dans cette voiture, donc c'est pas très grave, on a les feux clignotants, les 4 feux clignotants, le bouton central de réglage du volume et puis le désembuage du pare-brise et de la vitre arrière. Donc ça, c'est des boutons physiques qui sont ici. Ensuite, le petit sélecteur de vitesse qui est, ma foi, fort sympathique avec ce logo Polestar qui s'illumine quand il fait plus sombre ici dans la partie inférieure. Et puis traditionnellement, forcément le bouton P pour le parking et les positions du sélecteur D, N et R. Et puis ensuite, alors ils ont voulu être un petit peu disruptifs, comme on dit chez Polestar, ne pas faire comme tout le monde. Comment ça? Eh bien, par rapport aux porte-gobelets. Alors traditionnellement, dans une voiture à l'avant, on a deux porte-gobelets, un pour le conducteur, un pour le passager. Chez Polestar, ils n'avaient pas envie de s'embêter avec ça. Ils se sont dit, on va faire un petit peu différemment, on va être un petit peu des dingues et on va mettre juste un porte-gobelet entre les deux sièges. Et là, vous me direz, oui, mais donc problème, qui met son café? Eh bien, s'il n'y a que le conducteur, forcément, un porte-gobelet, ça ne pose pas de problème. S'il y a un passager avec un café, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la console ici et le petit espace qui se trouve entre les deux sièges. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Il y a bien un deuxième porte-gobelet qui, en plus, est amovible. Donc, il est possible, si on n'utilise jamais ce porte-gobelet, eh bien, de le retirer pour récupérer de l'espace de stockage entre les deux sièges. Voilà, c'est plutôt malin et ça permet en tout cas que la console centrale, qui est déjà fort large, ne le soit pas encore plus, notamment ici, entre les deux sièges. En parlant de cette console centrale, à gauche comme à droite, en partie basse, on a là aussi un petit espace de rangement. Et là, je dis, c'est plutôt bien vu. Un espace qui est le bienvenu pour mettre une carte de recharge. Hein, par exemple, si vous allez sur des bornes de recharge rapide, vous avez une carte de recharge, vous pouvez la mettre là. Vous pouvez glisser votre portefeuille également. Je trouve ça plutôt bien vu, plutôt malin. Ou des lunettes, par exemple, un étui à lunettes, ça rentre tout à fait dans cet espace. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Le toit vitré, il est très pratique à utiliser. On peut dire un petit mot sur ce toit. Toit vitré qui n'est pas ouvrant, mais qui baigne la voiture de lumière et c'est très agréable. Et à aucun moment, même quand il y a du soleil, on est gêné par la présence du soleil, même s'il n'y a pas de vélum à refermer. Franchement, voilà, il fait bien son boulot. Toit vitré, sur lequel d'ailleurs vient se projeter également le logo Polestar, qu'on voit particulièrement quand on est installé aux places arrière. Voilà pour le descriptif de l'intérieur de la voiture. On va s'intéresser maintenant un petit peu plus à ce fameux système Android Automotive. Place maintenant au descriptif de cette interface. C'est
nouveau, c'est exclusif pour l'instant à bord d'une voiture commercialisée en 2020. C'est cet intérieur qui est entièrement piloté par le système développé par Google qui est Android Automotive. Alors il ne faut pas confondre, petite précision tout de suite, c'est pas Android Auto, hein, c'est pas simplement l'effet miroir d'un téléphone Android qu'on va retrouver sur l'écran de cette Polestar 2 comme on peut retrouver Apple CarPlay pour les téléphones sous iOS. Non, pas du tout, c'est vraiment l'ensemble du tableau de bord qui est piloté par le système Android Automotive, comme peut l'être votre interface de téléphone portable sous Android. Donc, c'est-à-dire l'interface complète du téléphone, comme ici l'interface complète du tableau de bord qui est donc pilotée par cet Android Automotive. Ça veut dire que ça contrôle l'ensemble des fonctions du tableau de bord et qu'on a en plus, alors, pour Polestar, c'est très bien, hein, ça évite de devoir développer toute cette partie logicielle. Et on a en plus cette facilité d'intégration quand on a déjà des accès aux services de Google ou d'Android. Si vous avez un compte Google, vous avez un compte Google que vous utilisez sur votre téléphone, par exemple, avec l'application Maps, dans laquelle vous avez introduit votre domicile et votre lieu de travail, vos adresses, etc. Dès que vous allez vous créer votre profil, la première chose à faire, c'est de le faire via voilà, ce petit bouton. On a ici un profil pour Charging Station avec un utilisateur actif et une clé connectée. Et bien, dès que vous allez créer votre profil, vous allez pouvoir connecter l'ensemble des services. Je parle évidemment des services liés à Google, c'est valable pour Spotify également. Et dans ce cas-là, vous allez retrouver tous vos raccourcis, tout ce qui est enregistré sur votre compte Google va être transféré dans votre voiture et l'ensemble des choses qui sont connectées vont pouvoir communiquer entre elles. Donc, c'est vraiment très pratique et très bien fait, c'est hyper intuitif. C'est vrai que pour celui qui utilise déjà des services Google, finalement, c'est jamais que le prolongement de ce qu'on va utiliser à la maison. Si vous avez un petit haut-parleur Google Home Mini, Google Nest Home Mini, eh bien, vous avez la possibilité de faire dialoguer la voiture avec le système qui se trouve chez vous, notamment au travers de messages vocaux. Si vous dites « OK Google », dire à tout le monde « Quel est votre message ? Je rentrerai vers 17 h. » D'accord, je transmets ça tout de suite. Voilà, et là l'ensemble des haut-parleurs qui sont connectés au système eh bien, viennent de recevoir ce message, donc c'est vraiment assez pratique. Alors comme c'est le Google, le système Android Automotive, comme il utilise toutes les applications Google, alors il y a Google Maps évidemment pour la navigation, ça veut dire que là on a probablement le meilleur système en matière de navigation, avec le domicile, avec le travail, avec toutes ces choses que vous connaissez déjà sur votre smartphone, qui sont d'emblée ici, vous voyez que mon compte est connecté ici. Donc ça veut dire que tout mon historique, etc. va pouvoir être utilisé aussi dans la voiture et c'est vraiment très pratique. Donc ça c'est pour la navigation avec évidemment le trafic en temps réel. Ensuite on a d'autres applications. Alors dans les menus ici on va retrouver par exemple, voilà ça c'est vraiment le cœur du système. Ce troisième menu ici, on ira voir les autres tout à l'heure, mais c'est vraiment le cœur du système, c'est là où on va retrouver toutes les applications. Donc c'est comme sur un smartphone, vous allez pouvoir les organiser comme vous voulez, etc. Le Google Assistant c'est probablement le meilleur assistant actuellement sur le marché. Eh bien il est disponible évidemment dans cette voiture et vous pouvez tout lui demander. Donc il y a les informations liées à la voiture, comme par exemple « OK Google, régler la température sur 22 degrés ». D'accord, je règle la température à 22 degrés. Voilà, ça c'est le système qui va concerner une des fonctions de la voiture, comme on peut retrouver dans une Mercedes avec le système Hey Mercedes. Par contre, il y a d'autres choses également qui sont propres à l'assistant Google que vous avez à la maison et que vous retrouvez aussi dans la voiture. Vous pouvez lui demander par exemple de vous raconter une petite blague. OK Google, fais-moi rire. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Quel est le groupe sanguin le plus déluré ? Apéritif. Voilà. Vous jugerez vous-même de la qualité de la blague évidemment, mais ça fait beaucoup rire les enfants. Donc, le meilleur système de navigation et la cartographie peut-être la plus avancée aujourd'hui en 2020, le meilleur assistant vocal qui s'améliore avec le temps et qui apprend à vous reconnaître d'abord et à s'améliorer en fonction de la reconnaissance vocale. Et puis alors les fonctions traditionnelles qu'on va retrouver dans la voiture, la fonction liée à la musique qui est Spotify, la radio numérique qui est disponible dans cette voiture en DAB+, également le téléphone que vous allez pouvoir connecter et puis l'application Radio Player. Alors normalement, Radio Player qui rassemble les radios numériques qui sont disponibles dans votre pays ou dans votre région, eh bien cette application elle est normalement utilisée dans Apple CarPlay ou Android Auto. Ici,
pas d'Apple CarPlay, pas d'Android Auto, ce sera disponible plus tard, mais cette application est déjà disponible puisqu'elle fait partie des applications qu'on peut télécharger sur le Play Store. Vous voyez le logo ici en dessous. Vous appuyez sur le petit logo du Play Store, vous avez accès au Google Play Store et dans ce cas-là, vous allez pouvoir, au fur et à mesure des mois et des années, voir ce nombre d'applications qui va augmenter terriblement et qui vont, voilà, des éditeurs d'applications qui vont pouvoir fabriquer des applications pour les systèmes embarqués comme celui de cette Polestar 2. Alors concernant les fonctions précisément qui ne sont pas encore disponibles là au lancement, donc Apple CarPlay, Android Auto, ce sera dispo via une mise à jour OTA, Over the Air, c'est-à-dire une mise à jour à distance au milieu de l'année prochaine à peu près. Et puis la clé numérique sera elle aussi disponible plus tard via une mise à jour OTA. On va revenir à l'écran avec les applications. Voilà, donc ça c'est pour les applications principales. Vous avez vu donc ici le bouton du Play Store pour pouvoir en ajouter d'autres. Ici c'est le mode d'emploi de la voiture. Ici ce sont les réglages profonds de la voiture, c'est-à-dire les réglages auxquels vous n'allez pas toucher tous les jours. Donc ça disponible via le bas de cet écran. Alors on va s'intéresser aux autres écrans maintenant, notamment le premier qui permet d'avoir cette vue 360 qui est vraiment très performante. Et en ça, on retrouve le système qu'on retrouve également chez Volvo. Là aussi, c'est vraiment très performant. Ici, on a cette vue globale et on peut décider d'avoir une caméra plutôt qu'une autre. Voilà, la vue 360, on peut décider de regarder plutôt vers l'arrière. Voilà, et alors ici, on a également les capteurs de stationnement qu'on peut activer, désactiver, ou en tout cas, et également le freinage automatique arrière qu'on peut activer, désactiver. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique d'avoir ce système qui rassure finalement dans un univers peut-être où il fait un peu plus sombre, où on a l'impression de ne pas bien voir ce qui se passe autour de la voiture. Là, on a quelque chose, une vue globale de ce qui se passe autour de la voiture. Ça n'empêche pas de regarder dans les rétroviseurs et au travers des vitres, mais on a quand même quelque chose d'hyper rassurant. Et puis alors le milieu, le menu qu'on a ici au milieu, dans la partie de gauche, permet aussi d'effectuer pas mal de réglages, notamment la sensation au volant qui est ici réglée sur standard. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Résistant, c'est un peu fort. Léger, c'est un peu léger. Cela dit, les différences ne sont pas énormes, donc je l'ai placé sur standard. On peut décider de placer la voiture en mode sport, c'est-à-dire de supprimer, de désactiver l'anti-patinage. Et ici, en partie inférieure, la conduite monopédale, donc le One Pedal Drive, qui est ici en position standard, c'est-à-dire en position forte. Donc quand on lève le pied de l'accélérateur, la décélération est importante. On peut le réduire en le mettant sur faible, on peut le désactiver. Dans ce cas-là, la voiture aura un comportement plus naturel par rapport à une voiture à moteur thermique, par exemple, c'est-à-dire on lève le pied et la voiture décélère lentement, ou en tout cas décélère de manière très progressive. Vitesse extra lente, ça c'est le fait, quand on est à l'arrêt et qu'on lève le pied du frein, d'avoir le phénomène de rampage de la voiture, donc il est désactivé. Donc ça veut dire que quand la voiture est à l'arrêt, qu'on lève le pied du frein, la voiture reste sur place. Donc ça c'est pour le premier menu ici au-dessus. Vous voyez, c'est très intuitif. Le graphisme est très réussi également. À propos de ce système Android Automotive, il va être également présent dans les voitures du groupe PSA, donc le groupe Peugeot, Citroën, Opel, à partir de 2023. Et l'avantage, c'est exactement comme sur les smartphones, c'est qu'on peut mettre une surcouche. Donc il y a le moteur du système qui est finalement enfoui dans le système embarqué de la voiture. Et puis il y a ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est la surcouche que les constructeurs vont pouvoir adapter à leur look and feel pour voilà, avoir quelque chose qui leur ressemble. Et ça, c'est exactement comme ce qu'on retrouve dans les smartphones où on a l'interface Google, l'interface Android, et on a en plus une surcouche par constructeur, la surcouche de Huawei n'étant pas la même que celle de Samsung, etc. Donc deuxième menu, c'est les menus liés aux assistances à la conduite, aux aides à la conduite. On a ici le premier qui est très intéressant puisque c'est là qu'on va pouvoir déterminer si on veut un limiteur de vitesse, un régulateur de vitesse ou un régulateur de vitesse adaptatif. Moi, évidemment, j'utilise le régulateur de vitesse adaptatif que je trouve très pratique. L'assistant de maintien dans la voie, on a là aussi des options. Le type d'assistance, c'est soit la direction, donc il agit sur la direction, il vibre ou bien il fait les deux. En l'occurrence là, il fait les deux et on va le réactiver. Une alerte de conduite par rapport à la fatigue, le fait de lire les panneaux de signalisation, l'évitement de collision qui est plus ou moins sensible et ici l'avertisseur d'angle mort qui est activé également. Au niveau de la charge, on est à 42% de charge. Vous voyez, c'est très beau au niveau du design, très intuitif. On est un peu dans l'univers Tesla quand même, dans cette facilité visuelle à pouvoir s'adapter aux choses qu'on découvre, notamment ici donc.
donc la charge, on est à 42%, la barre est matérialisée ici, et on a une autre barre à 80 parce qu'on peut déterminer une limite de charge plus ou moins importante, vous le savez, traditionnellement, et d'ailleurs Polestar vous le dit ici, Polestar recommande 80% pour préserver la durée de vie de la batterie, et donc c'est ce qu'on va faire, on va rester sur 80%, on peut aller jusqu'à 100% pour des trajets qui sont plus longs de manière exceptionnelle, mais vu la capacité de la voiture et son autonomie largement suffisante au quotidien, on va rester la plupart du temps sur 80. On peut régler l'ampérage également ici en dessous. Alors, dernier menu ici à droite, on a le statut du véhicule. Tout va bien, voilà, aucune notification, tout va bien. C'est là qu'on peut également enregistrer la pression des pneus. On a également ici le verrouillage, avec pas mal de propositions ici. Des verrouillages sans clé, une seule porte ou toutes les portes. Des verrouillages à distance, porte-conducteur ou toutes les portes, etc., etc., etc. On a l'éclairage intérieur, désactivé faible ou élevé, et ceci pour l'intensité de l'éclairage ambiant et de l'éclairage d'ambiance. On a ensuite l'éclairage extérieur avec la fonction pour aller jusqu'à la maison, fonction de sécurité, éclairage de sécurité qui est ici sur 90 secondes. On a ensuite les rétroviseurs et les essuie-glaces avec leur mode de fonctionnement. Et puis ensuite, on a un dernier menu avec le chargeur téléphone sans fil dont je vous parlais qui est ici juste en dessous de l'écran. Et ici, le chargeur est activé. Donc voilà, premier menu avec les caméras, caméra 360 et les caméras spécifiques. Deuxième menu avec les fonctions qu'on va utiliser le plus régulièrement. Troisième menu avec les applications et en dessous le menu profond de la voiture, donc avec des réglages qu'on va utiliser moins régulièrement et l'accès au Play Store et puis toutes les applications. Et le dernier menu qui est le réglage utilisateur, si vous êtes 2 ou 3 à utiliser la voiture, chacun a son profil, vous rentrez dans la voiture, vous appelez votre réglage, votre profil, et dans ce cas-là, la voiture s'adapte, je le disais, sauf le volant, mais tout le reste s'adapte. Voilà donc pour l'utilisation de cette voiture qui est vraiment très 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 intuitive. On peut citer également quelques autres équipements très intéressants dans cette voiture, notamment le système audio qui fonctionne extrêmement bien, système audio Harman Kardon qui est très haut de gamme, 600 watts et 13 haut-parleurs répartis dans la voiture. Et puis alors je vous parlais des prises de la recharge tout à l'heure, donc 2 prises USB-C ici à l'avant. On a également ce chargeur à induction de 15 watts, donc pour une recharge efficace à bord de cette Polestar 2. Voilà, cette voiture, on en a détaillé l'extérieur, l'intérieur, l'équipement, comment se comporte-t-elle sur la route? C'est à cette question qu'on va répondre maintenant. Alors pour la démarrer, c'est pas une voiture à moteur thermique qu'on a électrifiée, c'est une voiture électrique dès sa conception et qui ne sera que électrique. Donc pas de bouton superflu, pas d'action superflue, on ne doit pas pousser sur un bouton, tourner une clé, etc. Simplement, on s'installe au volant, on pousse sur le frein, on met le sélecteur sur drive et c'est parti. Les suspensions sur cette voiture, elles sont assez dures et pour cause, elle est équipée du pack performance à 6 000 €. Alors outre les accents de couleur, outre les freins spécifiques, eh bien cette voiture est équipée de suspension Öhlins, suspension plus sportive qui donne un caractère plus dynamique à la voiture, mais qui vont du coup raffermir la suspension et donc forcément durcir un petit peu le confort. Au niveau du confort, ça confirme un petit peu l'impression qu'on a quand on s'installe à bord. On est dans une voiture qui est extrêmement confortable, on a une position surélevée, plateforme oblige, la XC40, etc. Donc ça c'est plutôt agréable. Pour le reste, on est bien installé au volant. Héritage Volvo oblige, univers Volvo oblige. On a plein de réglages au niveau du siège. On peut parfaitement trouver sa position de conduite idéale. Le seul petit bémol, et c'est vraiment dommage, c'est que je trouve que la console centrale, elle prend vraiment trop de place. Donc j'ai dû un peu adapter les choses pour que notamment au niveau de l'assise, allonger l'assise pour que ma jambe pose davantage sur le siège et donc que je ne sois pas gêné par le fait d'avoir cette jambe qui a tendance à aller se reposer sur la console centrale où malheureusement le côté là il est un petit peu dur et donc c'est pas très agréable sur des longs trajets notamment. Comme toutes les voitures électriques, cette Polestar 2 elle est relativement lourde, on est à plus de 2 tonnes 100 pour cette voiture, donc c'est pas vraiment une ballerine, c'est 300 kg de plus qu'une Tesla Model 3, c'est pas mal. Cela dit, on a quand même 2 facteurs qui font que cette voiture est très agréable à conduire, reste très joueuse malgré tout. On a d'une part le centre de gravité très bas, ça c'est propre aux voitures électriques, et puis la répartition des masses qui est de 51% à l'avant, 49% à l'arrière, donc on a presque du 50-50, on a presque une répartition des masses qui est idéale, et ça c'est tout bon pour le comportement.
Contrairement à pas mal de voitures électriques, eh bien cette Polestar 2, elle peut tracter une charge et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc une charge freinée, on peut aller jusqu'à 1500 kg et une charge non freinée, on peut aller jusqu'à 750 kg et je sais que pour pas mal d'entre vous, ça c'est un point très positif. Dans cette voiture, les aides à la conduite, elles sont assez nombreuses et si on parle uniquement par exemple de tout ce qui concerne le régulateur de vitesse adaptatif, limiteur de vitesse, etc., il y a déjà pas mal de choses à dire. Alors notamment 3 fonctions qui sont activables, limiteur de vitesse, régulateur de vitesse simple ou régulateur de vitesse adaptatif. Donc par défaut, je me suis mis en régulateur de vitesse adaptatif et quand vous l'enclenchez, vous avez droit au régulateur de vitesse adaptatif qui adapte donc sa vitesse par rapport au véhicule qui précède, qui ne va pas au-delà de la vitesse que vous aurez sélectionnée et qui active également l'assistant de maintien dans la voie qui est davantage un avertisseur de franchissement de ligne. Donc quand vous vous rapprochez d'une ligne, hop, la voiture vous remet sur le droit chemin. Pour avoir le réel maintien dans la voie, il faut activer la fonction ProPilot avec le petit bouton sur le volant ici à gauche et quand vous êtes en mode ProPilot, là vous avez effectivement la voiture qui va se maintenir bien au milieu de la voie avec le régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne très très bien avec une belle douceur. Et là, vous êtes paré évidemment pour faire des kilomètres et des kilomètres sur l'autoroute, mais également dans des circulations urbaines, circulation de trafic par exemple, avec des fils. Et vous avez la voiture qui maintient systématiquement sa distance par rapport à la voiture qui précède, distance que vous pouvez réguler évidemment. Et donc c'est hyper agréable et ça va jusqu'à l'arrêt complet. Qu'en est-il à présent de la consommation de l'autonomie réelle de cette voiture? Alors elle est donnée pour 19,3 kWh au 100 km, pour une autonomie de 470 km en cycle mixte, de 560 km en ville et très honnêtement, je me demande bien où sont tous ces kilomètres parce que même en ayant le pied relativement léger, jamais je ne suis parvenu à avoir une consommation moyenne qui descend en dessous de 23 kWh au 100 km. Alors vous faites le calcul, la batterie elle est de 78 kWh, faites rapidement le calcul, on est plutôt aux alentours de 300-350 km que dans les 400 et certainement pas dans les 500 km. Voilà, donc je ne sais pas comment faire pour consommer moins avec cette voiture, mais en tout cas ce qui me paraît assez clair, c'est que la gestion de l'énergie dans cette voiture pourrait être améliorée. On est loin d'une gestion à la Tesla qui est vraiment beaucoup plus efficace en termes de rendement, en termes de consommation énergétique. On est ici, je vous le dis, hein, c'est impossible de descendre sous les 20 kWh au 100 km en utilisant évidemment, alors j'essaye pas de rouler à l'économie non plus, hein, j'essaye de rouler normalement, mais j'utilise effectivement la climatisation, etc. Mais vraiment descendre en dessous de 23 kWh au 100 km en moyenne, ça me semble vraiment compliqué. Vous ferez 22, 21 éventuellement sur des voies moins rapides à vitesse stabilisée, mais en cycle mixte avec de l'autoroute, c'est difficile de rouler en dessous de 23. Et si vous êtes sur l'autoroute exclusivement, on sera plutôt aux alentours de 25. Donc c'est-à-dire aux alentours de 300 km en autonomie réelle, aux alentours de 350, 360 km si vous avez un parcours qui passe par des nationales, du cycle mixte en fait, hein, donc des nationales, de la ville, etc. Là vous irez jusqu'à 360, 370 km, c'est possible, mais si c'est que de l'autoroute, ce sera un bon 300 km, pas plus. Donc là c'est un peu décevant, la gestion de l'énergie dans cette voiture, elle consomme vraiment beaucoup, elle consomme comme un gros SUV en fait, qu'elle n'est pas vraiment, même si sur la balance, effectivement c'est 300 kg de plus qu'une Tesla Model 3, ceci expliquant en partie cela. Il y a quelques petits défauts quand même, des petits défauts de jeunesse probablement, des ajustements à opérer dans cette voiture qu'il est bon de mentionner, notamment au niveau des rétroviseurs extérieurs. Quand on passe la marche arrière, on a la possibilité de les configurer pour qu'ils descendent, qu'ils s'abaissent, pour qu'on puisse voir une bordure par exemple. Donc ça c'est plutôt efficace et plutôt le bienvenu. Par contre, sur cette voiture en particulier, j'imagine que c'est pas le cas sur toutes, mais quand on repasse la marche avant, on se met sur drive, le rétroviseur droit reprend sa position normale et puis le rétroviseur gauche, lui, il reste vers le bas, il faut le remonter manuellement et ça le fait une fois sur deux, donc c'est pas constant, un petit souci probablement de software à régler. Autre petit souci également, c'est la radio qui ne s'allume pas quand on démarre et pourtant on l'a utilisé jusqu'à la dernière fois, on a coupé le contact et puis on rentre dans la voiture, on remet le contact et là la radio elle s'allume pas, il faut pousser sur le bouton de volume pour rallumer la radio. Je trouve ça un petit peu agaçant. Allez, avant de vous retrouver à l'extérieur dans un instant pour parler du prix de cette voiture, petit bilan après une semaine à son volant et ce bilan il est évidemment très positif. Alors il y a plein d'aspects qui font penser à ce qu'on retrouve chez Tesla, notamment les performances qui sont assez incroyables, 0 à 100 en 4,7 secondes, c'est très rapide. Alors c'est un peu moins rapide que chez Tesla, mais ça reste extrêmement rapide, on est vraiment dans le très très haut niveau de la performance, donc un peu moins haut, ça reste quand même
très très haut. On a par contre un intérieur qui est plus cossu par rapport à ce qu'on peut retrouver chez Tesla, quelque chose qui va davantage parler aux Européens que nous sommes et qui, pour un prix de près de 60 000 € dont on reparlera dans un instant, eh bien souhaite quelque chose qui soit à la hauteur du prix, c'est-à-dire un intérieur qui soit assez cossu. Et on est ici clairement dans un intérieur cossu, alors qui n'est pas parfait, hein. Il y a des plastiques durs, il y a un manque éventuellement d'un petit plastique moussé, notamment ici là où on va mettre le genou par rapport à la console centrale dont je parlais tout à l'heure. Mais pour le reste, on est quand même dans quelque chose de davantage valorisant que ce qu'on peut retrouver dans une Tesla et une Tesla Model 3 en particulier. Donc voilà, on a le confort, on a les performances, on a l'intérieur qui est extrêmement agréable à regarder et on a le système Google Android Automotive qui est hyper performant, qui pilote, qui permet de bien gérer l'ensemble des fonctionnalités de la voiture avec un système qui est très intuitif. Et puis on a l'assistant vocal Google, le Google Assistant qui est probablement le meilleur assistant vocal du moment. On a dans cette voiture aussi Google Maps qui est peut-être la meilleure cartographie disponible avec le trafic en temps réel, etc. Donc voilà, on a vraiment ici un très très haut niveau de technologie, de confort et une présentation qui est très agréable. Donc c'est pas un sans faute, mais je dirais que allez, je mettrais un bon 7,5, 8 sur 10 pour la conduite à bord de cette voiture. À l'occasion de son lancement, la Polestar 2 n'est pas encore disponible dans tous les pays européens, dans quelques pays pour l'instant, pas la France malheureusement, mais bien la Belgique où elle est proposée à 58 900 €. Alors parmi les options, le pack performance dont on a parlé tout à l'heure, 6 000 €, pour moi il n'est vraiment pas indispensable. On a également la couleur, autre que le noir, ce sera 1 000 €. Et puis si les deux couleurs d'intérieur vegan ne vous conviennent pas, eh bien vous pouvez opter pour le cuir Nappa et dans ce cas-là, ce sera plus 4 500 €. Petit rappel concernant la voiture électrique, ça peut paraître cher et ça l'est évidemment, c'est une sacrée somme, 58 900 €. Cela dit, il faut comparer à performance équivalente. Donc si vous la comparez à une voiture à moteur thermique dans la gamme premium de chez BMW, de chez Mercedes ou de chez Audi par exemple, ou même de chez Volvo, eh bien il faut comparer à version thermique équivalente, à puissance équivalente. Donc ça c'est déjà, voilà, ça réduit l'écart avec la version électrique. Et puis d'autre part, il faut prendre en compte l'ensemble des paramètres sur la durée de vie de la voiture. Ici, ce sera moins d'entretien. En général, suivant les régions et les pays, ce sera moins de taxes également. Et puis évidemment, un coût d'utilisation qui sera moins élevé en termes de carburant, puisque même si cette voiture est loin d'être la plus économe en énergie, elle consommera toujours moins d'électricité en valeur, en euros. Elle consommera toujours moins de carburant, moins de valeur de carburant qu'une voiture équivalente à moteur thermique. Pour vous procurer une Polestar 2, inutile de chercher le concessionnaire le plus proche, il n'y en a pas. Et non, comme avec la concurrente, Tesla Model 3, la vente, elle se fait en ligne. Alors si vous voulez découvrir la voiture, découvrir les couleurs disponibles, les matériaux notamment, eh bien vous pouvez toujours vous rendre dans un Polestar Space. Ce sont ces espaces que Polestar est en train d'ouvrir dans les pays où la voiture est commercialisée pour pouvoir présenter la voiture en vrai. Pour faire de l'ombre à la Model 3 de Tesla, la Polestar 2 dispose de sérieux atouts. Une ligne d'abord très réussie, une position de conduite plus élevée, plus SUVisante que la Tesla Model 3 et donc plus tendance en attendant la Tesla Model Y, des performances qui sont de haut niveau, un confort d'inspiration suédoise qui est très agréable et puis une finition qui est plus en phase avec nos standards européens que celle de sa concurrente américaine. Et puis enfin un système d'infodivertissement made by Google, ce Android Automotive qui est très réussi et très prometteur. Alors tout n'est pas rose évidemment. Parmi les défauts, j'ai noté une console centrale qui est trop large et qui laisse vraiment peu de place à la jambe droite, c'est dommage. Une consommation relativement élevée pour une voiture 100% électrique. Donc là, il y a vraiment un parcours d'amélioration pour Polestar. Et puis pour les anxieux, un réseau de chargeurs rapides pas vraiment à la hauteur des superchargeurs de Tesla. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Merci 1000 fois de votre fidélité. Fidélité qui sera récompensée dans les prochains jours, les prochaines semaines avec 3 essais hybrides rechargeables. Ce sera le cas de la Kia Xceed, du BMW X3 et également du Renault Captur. Un essai 100% électrique également. Ce sera le premier véhicule de cette marque japonaise, Mazda, le Mazda MX-30. Pour toutes ces raisons, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous vous abonnez et vous activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Une nouvelle fois, merci de votre soutien. Si vous aimez les essais Charging Station, n'hésitez pas à partager les vidéos. On est maintenant 10 000 dans cette communauté électrisante Charging Station et ça me fait vraiment chaud au cœur. À bientôt.